Alors, bonjour et bienvenue à tous et toutes pour ce troisième épisode déjà de La Tête à Papineau, le podcast Bistro Brain. Aujourd'hui, au programme, on a Charlie qui va nous parler de Cyberpunk 2077. Bonjour Charlie. Hello, ça va bien? Oui, et toi? Bah oui, en pleine forme. Il y a un des jeux les plus attendus qui est sorti il y a exactement 35 minutes à l'heure où on enregistre. Donc, Ah oui, aïe, j'ai hâte d'aller l'essayer. super. Et en deuxième segment, on va avoir Julie qui va recevoir en entrevue Audrey-Anne Plourde. Bonjour à vous. Bonjour. Hello. Donc, Charlie, écoute, je te laisserai la parole. Oui, un gros merci. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on enregistre cet épisode pour janvier, mais on l'enregistre en décembre. Vient de sortir Cyberpunk 2077, comme l'a dit Alexis. Donc, il faut savoir, Cyberpunk, c'est pas tout jeune, hein, c'est basé sur un jeu de rôle qui s'appelait Cyberpunk 2020, qui est sorti en 88. Alors, c'est sûr que si on sortait un jeu Cyberpunk 2020 aujourd'hui, ça serait peut-être un simulateur de confinement. Ce serait peut-être pas très intéressant. Donc, on l'a renommé 2077. Je suis clairement pas sûre que je jouerais si c'était un simulateur de confinement, je t'avoue. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui y jouerait, malheureusement. Donc, ce jeu-là, il nous propose de nous emmener dans un futur dystopique. Alors, pour ceux qui sont peut-être pas familiers, puis je vais vous poser la question autour de la table virtuelle. Dystopie, utopie, est-ce que vous pouvez me donner une petite définition de au moins un des deux ou les deux? Moi, je dirais, Audrey-Anne, vas-y, t'es l'invitée. Oh mon Dieu! Je voulais tellement m'inviter puis être silencieuse. Mais tu sais, l'utopie, c'est vraiment dans une perspective d'un monde idéal. Donc, j'ai l'impression que la dystopie, ce serait un peu l'inverse. Ce serait que, dans le fond, dans une situation où, justement, c'est plus le chaos. Ouais, exactement. Donc, c'est l'utopie, on cherche plutôt le bonheur de la population, puis la dystopie, c'est l'inverse, on va chercher à l'écraser, puis à l'étouffer, en quelque sorte. Moi, ce que j'avais le goût de répondre, Charlie, c'est que la dystopie, c'est la recette pour faire l'argent de Netflix. Oh! Ouais. Chacun une vision très particulière. Ouais, c'est particulier. Donc, le jeu, il nous propulse dans un futur dystopique où c'est les grandes entreprises qui dirigent le monde. Spoiler, c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, là. On y est déjà un petit peu. Alors, tout ce jeu-là, il se base sur plein de développements technologiques, hein, forcément. En 2077, des évolutions en communication, en cybernétique, en robotique, plein de choses nouvelles. Et ça nous amène forcément à nous poser des questions sur le transhumanisme. Alors, le transhumanisme, c'est quoi, selon vous? Je suis désolée, j'ai pas de culture, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Je sais que c'est un mot, il n'est pas très répandu dans la culture populaire. Charlie, tu vas vraiment être déçu, mais je pense que je vais donner la réponse la plus exacte que tu peux savoir. Vas-y. Le transhumanisme, l'amélioration des facultés humaines par le biais des sciences et de la technologie. Oui, exactement. Donc, est-ce que tu es sur Wikipédia, Alexis, en même temps? Ouais, ça sent la définition Wikipédia. C'est améliorer ce qu'on est, améliorer l'homme pour le rendre plus efficace, plus beau, plus fort, etc. Il faut savoir que le père du transhumanisme, ou la première personne qui en a parlé, c'est Julian Huxley. Huxley, ça vous allume peut-être une petite lumière ici. En fait, c'était le frère d'Aldous Huxley qui a écrit Le meilleur des mondes. Excellent bouquin, si vous voulez le lire. Allez-y, les yeux fermés. Livre de Noël pour la pandémie. Ouais, ça serait un bon livre de Noël, ouais. En fait, Aldous Huxley, sur Le meilleur des mondes, il va plutôt parler d'eugénisme. Alors, on a parlé de transhumanisme, c'est quoi l'eugénisme? C'est pas quand on essaie d'améliorer la race humaine et de sélectionner exactement ce qu'on veut améliorer, etc. Ouais, donc c'est quoi la différence avec le transhumanisme? J'ai l'impression que le transhumanisme, c'est qu'on va essayer d'augmenter justement certains éléments des caractéristiques humaines, mais avec l'aide de sources externes, tandis que l'eugénisme, ça va généralement être à partir de la génétique. Donc, on va prendre déjà ce qui est dans le bagage génétique des êtres humains, puis on va essayer de l'améliorer. Et j'ai l'impression que la source de changement, elle vient pas du même endroit. Ouais, c'est une très bonne explication. Et en fait, on peut la simplifier à l'eugénisme, on le fait avant la naissance. Le transhumanisme, on le fait après la naissance. Tout simplement. Ça peut se résumer à ça. Donc, Aldous Huxley, il s'intéresse plutôt à l'eugénisme, hein, le meilleur des mondes. On programme des humains pour faire une certaine tâche et on les met dans des castes sociales en fonction de comment ils ont été fabriqués. Et donc, Julian Huxley, lui, va plutôt parler de transhumanisme, donc d'améliorer nos capacités en tant qu'humains.
une des images qu'on a du transhumanisme, c'est la prothèse. Donc, si vous voyez des images du jeu, vous voyez des personnages qui ont des bras remplacés, etc., par des éléments robotiques, on remplace les yeux, etc. D'après vous, première trace de prothèse dans l'humanité, ça remonterait à quand? Fou là là. Moi, j'ai le goût de dire la guerre. Moi, je pense Oh, avant la guerre. oui, avant la guerre. Alors, une idée? Jusqu'à où on remonte? 1500? Ah non, c'est On sûrement... peut remonter à l'Égypte ancienne Ouais, pour les c'est premières ouais. prothèses. On a retrouvé un corps momifié avec une prothèse qui remplaçait le pouce au niveau du pied. Parce qu'on le sait, le pouce est quand même très impliqué dans l'équilibre. Donc, c'est un peu embêtant quand on l'a perdu. Donc, il y avait tout ça, déjà des prothèses à cette époque-là, en fait. Donc, ça, c'est pas tout jeune, on va dire. Alors, c'est sûr, c'était très simple. Hein, c'était un orteil en bois. Là, il n'y avait rien de bien compliqué derrière ça. Puis, comme tu as dit, en fait, ça va pas mal se développer à partir du Moyen-Âge. Ça a commencé à se répandre pas mal. En fait, le truc le plus simple de prothèse, c'est les lunettes, par exemple. Ça corrige votre vue, vous avez un problème de vue, ça le corrige. Et tu vois, je savais pas que c'était considéré comme une prothèse des lunettes. Bah, c'est une forme de prothèse. Je sais pas si on peut vraiment parler de prothèse, mais c'est Non, mais ça fait du sens, je trouve. c'est une correction, ça corrige un problème, on va dire, sur l'humain. Ok? Très bien. T'étais loin de te dire que t'étais une cyborg, Exactement, hein, j'étais Julie? loin de me dire que j'étais quelqu'un qui avait Julie une prothèse. cyborg. Alors tout ça, le transhumanisme, ça pose beaucoup de questions, puis ça fait dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait avec nous humains? Alors là, il y a plusieurs points de vue, puis là, on va faire un peu de pop culture, puis je vais vous citer quelques films qui en parlent, comme ça, si vous voulez vous renseigner là-dessus. Soit, en fait, on en parle déjà de cette partie-là, ça serait d'atteindre l'immortalité en téléchargeant notre esprit, notre être dans une machine, dans un ordinateur. Ça, vous avez par exemple Matrix qui en parle, Ghost in the Shell, enfin, vous avez plusieurs films si vous voulez vous renseigner là-dessus. Il faut savoir qu'il y a des recherches qui sont menées par Google actuellement là-dessus. Donc, c'est quand même quelque chose dont on parle, on va dire, aujourd'hui. Une série assez comique à ce propos, d'ailleurs, c'est Upload. Si jamais vous avez l'occasion de la regarder, elle est quand même vraiment rigolote. Ça, c'est sur Netflix, j'imagine? C'est sur Amazon Prime. Ah, Autre chose que l'on pourrait faire, au lieu de télécharger dans une machine, pourquoi pas changer de corps, avoir des corps interchangeables? Ça, c'est le speech de la série Carbone Altéré sur Netflix. C'est un petit peu ça l'idée, où je peux changer de corps un petit peu comme j'ai envie. Je télécharge juste mon esprit là-dedans. Donc ça, c'est, on va dire, la deuxième idée, on va dire. Puis la troisième, comme on en a parlé, ça serait des prothèses qui nous permettraient, en changeant un bras, en changeant une jambe, d'être plus fort, etc. OK? On va rester un petit peu sur les prothèses et on va essayer d'en parler un petit peu. L'image qu'on a des prothèses à l'heure actuelle, en fait, on a plutôt une image de cyborg. Si je vous cite par exemple Robocop, vous voyez, il a 20% de son corps qui reste, qui était là à l'origine, puis il y a 80% de son corps, ça a été remplacé par des pièces métalliques. Du coup, il est plus fort, il est plus efficace, etc. La réalité, c'est qu'on en est loin de ça encore aujourd'hui. Puis, je vais vous citer des exemples de gens qui ont des prothèses et où la question s'est posée de est-ce que c'est des cyborgs ou pas, en fait? Est-ce que ça améliore leur capacité? Un des plus connus, c'est Oscar Pistorius. Je ne sais pas si ça vous allume une loupiote. C'est un athlète du 400 mètres, non? Ou d'une distance? Oui, alors du 200 mètres. Enfin, c'est un athlète qui a en fait qui a deux prothèses de jambes et qui est connu pour être un athlète aussi performant en fait que des athlètes valides, par exemple. Donc, il est classé dans les Jeux paralympiques parce que le CIO a jugé que ça lui donnait un avantage par rapport aux coureurs valides. Sinon, il aurait pu courir contre d'autres valides. D'accord ? Il faut savoir que ça, Pistorius, c'est une image, on va dire, connue qui porte des prothèses, mais il faut savoir que Pistorius, ses prothèses, il les a depuis qu'il a 11 mois. C'est-à-dire, il a eu un problème, une malformation aux jambes. On a dû lui amputer ses jambes et il a appris à marcher avec ses prothèses. Donc, s'il est capable de les utiliser aussi efficacement, c'est parce que ça fait un petit moment qu'il les a. Il a appris à marcher. Tout son corps s'est développé autour de ces prothèses-là. Donc, il a acquis un savoir et son corps a acquis un savoir, une connaissance de ces prothèses qui fait qu'il peut s'en servir et qui fait qu'aujourd'hui, il est aussi performant qu'un athlète valide. Mais au final, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est du transhumanisme, d'après vous? C'est une vraiment bonne question. Je ne saurais pas répondre. Mais c'est ça, on part de la définition que c'est une amélioration, alors que là, il y a une idée que la prothèse, c'est quelque chose pour atteindre un standard, une moyenne. Oui, exactement. T'as mis le doigt dessus, Alexis. On peut pas vraiment considérer ça comme du transhumanisme. On a rendu sa fonction à ses jambes, en fait. On lui a rendu l'utilité de ses jambes, mais qu'il avait perdu. Mais par rapport à un humain standard qui a l'usage de ses jambes, au final, il remplit la même fonction. Il n'est pas plus performant que ça.
OK? Je vous cite 2 autres exemples rapides. Amy Mullins, c'est une top modèle américain. Même chose, elle a des prothèses qu'elle utilise, elle, comme accessoires de mode, en fait. Elles sont full décorées, etc., très belles. Mhm. Et c'est un autre exemple, mais c'est la même chose. Elle a eu le même type de maladie que Pistorius et elle a eu ses prothèses assez jeunes, donc elle a appris à les utiliser, etc. Donc en fait, on va dire, la vision qu'on a des prothèses à l'heure actuelle publique, la vision publique de ces prothèses-là, ben, on voit des jeunes gens, des hommes, des femmes assez jeunes, en bonne santé, etc., qui en général ont dû recevoir des prothèses suite à un accident, c'est ce qui arrive la plupart du temps, ou à une maladie très jeune. Mais en fait, la réalité, elle est tout autre. Il faut savoir que 80% des amputations, ça arrive chez qui, d'après vous? Les personnes qui ont des accidents. Non, Malformation congénitale? non plus. Enfin, ça arrive chez qui, pas pourquoi. Chez des personnes âgées. Oui, exactement. 80% des amputations, c'est chez les personnes âgées. Et d'après vous, c'est quoi la première cause d'amputation dans le monde? Le diabète. Oui, Oh exactement. yes! À 1000 points dessus. Donc, en fait, on est loin, la réalité est quand même assez loin de l'image qu'on se donne de l'amputé. Je ne sais pas si on peut vraiment utiliser ce mot-là, je trouve ça assez négatif, mais Mhm. on est assez loin de la vision que ça nous donne. OK? Et en fait, à l'heure actuelle, on a même du mal à juste faire comme on a réussi à faire pour Pistorius puis pour Mullins, c'est-à-dire on a du mal à juste rendre l'usage du membre qui a été perdu ou de la fonction qui a été perdue. Comme je vous ai dit, Pistorius, Mullins, c'est des cas vraiment très particuliers qui ont réussi à se développer autour de leur prothèse. Mais pour quelqu'un qui a un accident, je ne sais pas, à 40 ans par exemple, puis qui perd l'usage d'un membre qu'on doit remplacer, pour qu'il arrive à tirer toute l'essence de sa prothèse, bah, ça va prendre de la rééducation, du travail, beaucoup de souffrance, etc. Donc, on est assez loin encore aujourd'hui de ce que nous propose Cyberpunk. Là, on est très loin de cette vision de prothèse ou de transhumanisme. On touche à peine du doigt le transhumanisme aujourd'hui. Bien, merci pour toutes ces nouvelles informations et distinctions du réel et de l'imaginaire, Charlie. Est-ce que tu vas faire partie des premiers Let's Play sur YouTube de Cyberpunk Oh non, 2077? je veux pas, je veux pas gâcher le plaisir des autres. Ah, parfait, ça c'est une bonne chose. On sait d'ailleurs là, qu'il y a des copies qui ont été comme égarées, on va dire comme ça. Donc, on serait maintenant rendu à l'entrevue. Eh ben oui, on est rendu à l'entrevue. Donc vous avez pu l'entendre un petit peu pendant la chronique de Charlie. Notre invitée aujourd'hui, c'est Audrey-Anne Plourde. Donc bonjour Audrey-Anne. Salut Julie, ça va bien? Oui, ça va très bien et toi? Oui, très bien, merci. Donc Audrey-Anne est étudiante à la maîtrise en travail social à l'université de Sherbrooke. Elle étudie plus principalement les trajectoires judiciaires des adolescents ayant un trouble du spectre de l'autisme. Comment est-ce que, Audrey-Anne, comment est-ce que t'en es venue à arriver là où t'en es aujourd'hui? Eh boy, c'est une très grande question, c'est très large dit comme ça. Ben, en fait, mon parcours universitaire est assez classique des gens qui se retrouvent à la maîtrise en travail social. C'est-à-dire que j'ai fait un baccalauréat en psychologie, durant lequel j'ai travaillé notamment dans un service de répit pour les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Puis ça se peut que durant la rencontre, j'utilise souvent le terme TSA, qui est l'abréviation en fait. Puis donc c'est ça, j'ai travaillé dans un service de répit pendant environ 3 ans. À la suite de ça, à la fin de mon baccalauréat, j'ai pris une année sabbatique où j'ai voyagé à l'étranger, mais j'ai aussi travaillé d'une part comme intervenante dans une ressource intermédiaire, puis d'autre part par la suite comme éducatrice, en fait, dans les services en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme pour le CIUS de la Montérégie-Ouest, puis OK. où j'en suis venue à travailler dans des résidences à assistance continue. Fait qu'un peu la différence entre ressources intermédiaires, résidence à assistance continue, c'est que c'est 2 types de milieux de vie qui peuvent être destinés à différents types de clientèle, mais qui vont généralement avoir un niveau d'encadrement puis de supervision qui va être assez différent. Donc, une ressource intermédiaire, ça va être généralement
Dans le fond, ça peut être un individu, une famille ou quoi que ce soit. Puis ça va être généralement plus au privé, même si ça va être supervisé par les services du réseau. Tandis que les résidences à assistance continue, elles, sont vraiment prises en charge par les services de réseau de santé, services sociaux. Puis c'est ça. Et après ça, dans le fond, j'ai voulu appliquer au doctorat en psychologie, comme la plupart des gens qui font un doctorat. Puis je me suis retrouvée un peu à la maîtrise en travail social comme un plan B, mais finalement, c'est devenu rapidement mon plan A. Donc c'est ça, fait que c'est un peu mon parcours jusqu'à présent. Ouais, c'est vraiment super intéressant. Puis du coup, de ce que tu nous dis, tu as commencé directement au baccalauréat, là, en ayant quand même beaucoup d'expérience. Genre, tu as quand même bâti beaucoup de ton expérience pendant ce baccalauréat-là, puis dans tes différentes années, puis dans les différents travaux que tu as effectués, dans les différents types de résidences. Et est-ce que c'est ça qui t'a amené à définir ton projet de recherche? Parce que j'imagine que en travail social, tu es arrivé plus ou moins avec ton projet sur lequel toi tu voulais travailler, que tu l'as un peu créé de tes mains finalement? Ben, en fait, oui et non. J'étais arrivée à la maîtrise, puis oui, j'avais vraiment un intérêt, pour faire de la recherche auprès des personnes autistes, surtout dans une perspective d'intégration sociale, donc un peu dans un questionnement, c'est quoi la place qu'on donne à ces individus-là au sein de la société? Puis qu'est-ce que, en tant que société, on est prêt à faire justement? Fait qu'on dirait que j'étais arrivée avec tous ces questionnements-là, puis je savais pas exactement, quel type de projet de recherche j'avais envie de construire. Puis en fait, c'est un article de Guillaume Ouellette, qui était publié dans l'Express, qui est la revue en fait de la Fédération québécoise de l'autisme. Puis en fait, c'était une entrevue que Guillaume Ouellette faisait où il parlait de la judiciarisation des personnes autistes. Puis ça m'a vraiment allumée. Puis donc c'est ça. Puis en plus, durant, parce que dans le fond, quand j'ai fait le transfert pour justement le domaine en travail social, il fallait que je fasse une année préparatoire à la maîtrise en travail social. Puis j'ai eu à faire un stage à la protection de la jeunesse. Puis c'est vraiment là aussi que ça a émergé l'intérêt de tout ce qui est l'intervention psychosociale dans un contexte qui est non volontaire. Parce qu'on sait que notamment la protection de la jeunesse, la plupart des gens qui se retrouvent là, c'est pas parce que c'est leur choix. C'est souvent parce qu'ils sont obligés, soit justement par un ordre de la cour ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment à partir de là qu'on dirait mon intérêt s'est développé. Bah oui, c'est vraiment intéressant. Puis c'est vrai que comme tu dis déjà, c'est des situations qui sont particulières pour les personnes, je vais dire, qui ont pas forcément de troubles particuliers, mais les Mhm. situations doivent s'avérer être d'autant plus challengeantes, si je peux dire ça comme ça, difficiles à gérer lorsque ces personnes-là ont justement des troubles du spectre de l'autisme, comme tu le dis. Est-ce que tu as eu dans la définition de ton projet ou dans ton parcours scolaire ou dans tes différentes peut-être activités, parce que j'imagine aussi dans tes différents emplois, parce que ces emplois doivent quand même être, pour moi en tout cas, je l'imagine comme assez difficile moralement, entre guillemets, parce que tu dois être mise dans des situations difficiles à gérer. Est-ce que ça t'a causé des difficultés particulières? Ben, je te dirais que oui, c'est sûr que mes expériences de travail, tu sais, j'ai été face à différents défis, mais je pense que c'est de là aussi qu'est émergé, mon projet de recherche. Tu sais, j'ai notamment eu à faire beaucoup d'interventions en situation de crise, mais aussi, au niveau de la désescalade, donc de comportements, de désorganisation comportementale et autres. Puis ce que j'avais beaucoup remarqué, notamment, dans mes expériences, c'est que à bout de ressources, les intervenants, autant que les parents, vont faire appel à des services policiers, notamment quand ils sont dans une situation d'urgence où la sécurité soit de l'individu ou même des gens de la famille va être un peu remise en question. Puis ça, c'est de quoi que j'ai quand même expérimenté souvent. Fait que c'est sûr que ça a fait émerger beaucoup de questions. Puis c'est aussi que la plupart du temps, les policiers n'ont pas toujours la formation nécessaire. Fait qu'on en vient un peu à là parce qu'on n'a plus d'autres solutions. Fait que c'est un peu pour ça aussi que je me suis intéressée à cette question-là. Puis oui, c'est sûr qu'en effet, comme tu l'as nommé, tout ce qui est lié, je crois, au judiciaire est quelque chose de challengeant pour la plupart des gens. C'est assez confrontant. C'est pas tout, tu sais, je pense que c'est un univers qui est quand même complexe, qui a ses guides, qui a ses termes, qui a ses façons de fonctionner qui sont pas nécessairement accessibles à tout le monde. Puis je pense que donc c'est oui, en effet, un défi d'autant plus important pour les personnes autistes. Juste quand on pense au délai de temps, hem
Tu sais, souvent, admettons, entre le moment où il va avoir eu, par exemple, une infraction qui va être commise, puis le moment où il va avoir un procès, il peut avoir des mois qui vont se dérouler. Donc, pour une personne autiste, des fois, de faire du sens entre ses comportements, puis au final, la peine qu'il va obtenir, c'est souvent complexe parce que le lien se fait pas de prime abord. Puis, Oui, c'est vraiment trop lointain finalement pour que ouais, le lien soit fait exactement. entre l'acte et puis la sentence ou les conséquences, entre guillemets. Exactement, exactement. Fait que oui, ça, par exemple, c'est un enjeu. Puis même tout ce qui est au niveau de l'information, tu sais, comment rendre l'information accessible aux personnes autistes, ça aussi, c'est un défi. Mais il y a de plus en plus d'outils qui sont faits pour ça, puis qui sont particulièrement intéressants, autant pour les personnes autistes que celles aussi qui ont une déficience intellectuelle. Notamment, la Fédération québécoise de l'autisme a fait un outil pour ça. Puis, même au Nouveau-Brunswick, ils ont un outil super intéressant qui est visuel surtout, fait qui est vraiment accessible pour les personnes justement qui ont des difficultés au niveau de la compréhension, par exemple. Ok, ben en tout cas, tout ça, c'est super intéressant. Alors moi, je te connais un peu d'avant, puis j'avais jamais pensé à cette problématique-là avant qu'on en discute, ben justement, les premières fois qu'on s'est rencontrés. Puis je trouve que c'est vraiment un sujet auquel j'avais absolument pas pensé, puis qui soulève énormément de questions que je trouve très intéressantes, que ce soit uniquement sur le plan du trouble du spectre de l'autisme en tant que tel, ou sur la judiciarisation de ces personnes-là aussi. Là, c'est vraiment un sujet hyper intéressant. Et si j'avais une autre question à te poser qui sort peut-être un peu de ton sujet de travail, ce serait de ton côté personnel. Est-ce que dans les études, tu conseillerais... en fait, est-ce que tu as eu des difficultés dans tes études que tu as surmontées pour arriver là où tu en es, pour essayer de démystifier un peu, je dirais, les études supérieures et la maîtrise en général? Euh, Ben, en fait, oui, c'est sûr que j'ai rencontré différentes difficultés. D'une part, j'ai différents troubles de la santé mentale qui, en fait, malgré avoir fait un baccalauréat en psychologie, on n'est pas toujours conscient. Ben, oui, je pense que j'étais consciente des difficultés personnelles que j'avais, mais de mettre des mots, par exemple, de l'ordre d'un diagnostic ou quoi que ce soit, j'ai vraiment pas été à l'aise de ça pendant vraiment longtemps, puis donc d'aller chercher ces diagnostics-là surtout. Puis, ben, pourtant, aujourd'hui, je m'en rends compte que j'ai accès à des ressources, à des connaissances que j'avais pas auparavant, puis qui m'auraient été vraiment plus soutenantes, qui m'auraient davantage soutenue, pardon, dans mon processus universitaire. Puis qu'aujourd'hui, je me sens vraiment plus équipée, notamment pour faire des études supérieures, parce que j'ai ces outils-là, j'ai ces suivis-là, j'ai ces connaissances-là. Fait que je pense que c'est une difficulté que j'ai rencontrée. Puis je pense qu'aussi, au cycle supérieur, il y a beaucoup de personnes qui vivent notamment, tu sais, de l'isolement, puis qu'il y a quand même une grosse pression aussi qui est associée avec les études, justement, puis la recherche universitaire. Puis je pense que de s'équiper, de prendre le temps, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire, pas juste pour une personne comme moi qui a des troubles de santé mentale, mais pour la plupart des étudiants en général. Je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu dis, puis ça rejoint un petit peu ce qu'on disait dans l'épisode précédent où Alexis nous a fait une chronique sur l'anxiété de séparation, qui est donc un type d'anxiété, puis que beaucoup de personnes peuvent de toute façon expérimenter de l'anxiété dans différentes facettes de leur vie, notamment dans les études supérieures. Puis effectivement, n'oubliez surtout pas, pour toutes les personnes qui nous écoutent, que vous avez des ressources à l'université. Il y a des aides à la vie étudiante qui sont aussi là pour ça. Donc n'hésitez surtout pas à faire appel à ces ressources-là. Dernière petite question pour toi, Audrey-Anne. Est-ce que tu aurais un message pour nos auditeurs, un take-home message, comme on peut dire en anglais? Euh, ben, j'en ai plusieurs. J'ai l'impression que d'une part, la recherche en sciences humaines et sociales, mais aussi en arts et en lettres, c'est aussi nécessaire à la société que les recherches qui touchent au domaine des sciences naturelles, génie ou de la santé. On va souvent parler de sciences molles, sciences dures. Pourtant, j'ai l'impression que tous les deux sont tellement nécessaires. Puis j'aurais envie, tu sais, d'encourager les gens à aller faire de la recherche dans le domaine justement du travail social ou même dans d'autres domaines de la relation d'aide, parce que je pense que ce qui est intéressant avec ce type de recherche-là notamment, c'est qu'on va s'intéresser à des phénomènes qui sont souvent un peu invisibles, qui sont en cours d'évolution, mais qui font pourtant partie intégrante du quotidien, puis dont on s'en rend souvent pas compte.
Puis, je trouve que ce qui est aussi particulier avec la recherche en sciences humaines, sociales, c'est qu'on permet de mettre des mots sur des expériences ou des situations qu'on peut vivre ou même être témoin sans nécessairement s'en rendre compte. Puis à l'inverse aussi, je trouve que ça peut être aussi un outil pour les populations qui ont souvent pas de prise de parole, qui n'ont pas d'espace pour s'exprimer au sein de la société, mais qui peuvent pourtant avoir des connaissances qui sont méconnues à la majorité, j'ai l'impression. J'ai l'impression que, ouais, ce serait pas mal mon Ce message. serait ça. Ouais, exactement. Bah, c'est un très beau message en tout cas. Merci beaucoup Audriane pour ta participation à cette entrevue. J'espère que tu as apprécié ton temps parmi nous. Ben oui, mon Dieu. Mais parfait. Je vais repasser la parole à Alexis. Merci encore, Audriane, pour cette belle entrevue. Je suis le premier d'accord avec toi sur qu'est-ce qui est la question des sciences humaines, puis tout ce que tu as dit par rapport au baccalauréat en psychologie. Moi-même, j'ai fait un baccalauréat en psychologie, donc je corrobore ce que tu as affirmé. Donc, notre troisième épisode se termine déjà. Donc, on vous invite une fois de plus à nous suivre sur notre page Facebook. On remercie également une fois de plus CFAC qui nous permet de rendre le savoir accessible, encore plus accessible en les diffusant sur les différentes plateformes populaires de podcast. Et on vous souhaite très belle semaine. Au revoir.